C'est bon ? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis à nouveau très heureux de vous accueillir ce soir pour notre nouveau rendez-vous du think tank proposé par notre think tank, le think tank Health&Tech, Elxer des décideurs numériques en santé. Je rappelle que notre think tank rassemble environ 300 membres, tous issus de différents secteurs de la santé, industriels du numérique, protection sociale publique, protection sociale privée, industriels du médicament, établissements de santé, autorités de régulation, etc. Et donc, notre think tank, comme vous le savez certainement, réalise une fois par mois un rendez-vous mensuel avec une proposition d'un thème et d'un débat, et avec souvent un très grand nombre de participants. C'est encore le cas ce soir, et je suis très heureux que notre think tank puisse vous proposer des thèmes qui procurent autant d'enthousiasme avec autant de participants. On va passer ensemble donc 1h15, un tout petit peu plus que d'habitude, puisqu'on a un plateau avec 4 intervenantes. Vous verrez qu'elles ont beaucoup de choses à dire sur le sujet de ce soir, qui est la télésurveillance médicale et l'enjeu pour les patients. On accueille dans notre webinaire Isabelle Bongiovanni de la Rosière, qui est chef de projet évaluation médicale économique et en santé publique à la Haute Autorité de Santé, qui interviendra avec Myriam Le Goff, maître de conférence en économie à l'IMT Atlantique et qui est économiste de la santé. Et elles sont toutes les deux co-auteurs du dernier rapport de la Haute Autorité de Santé qui s'appelle « Évaluation économique de la télésurveillance pour éclairer la décision publique », rapport qui a été publié par la Haute Autorité de Santé le 30 décembre dernier. Ensuite, nous débattrons avec Ulrich Houguet, qui est infirmière coordinatrice régionale en télésurveillance pour le SCAD Normandie et qui est rattachée au grade Normandie Santé. Et enfin, Armelle Gracier, directeur des affaires industrielles du SNITEM. Merci infiniment à vous 4. Ce soir, on a un plateau exclusivement féminin. En fait, on s'est rattrapé parce que le dernier webinaire qu'on a fait à la fin de l'année était un plateau exclusivement masculin. Comme ça, la parité est respectée. Pas en même temps, j'en suis désolé. Mais en tout cas, une fois sur deux. Et encore à vous 4, merci infiniment de votre présence. C'est pour nous un très grand honneur que vous nous faites de venir échanger avec nous ce soir. Nous co-animerons Thibaut de Chalus et moi ce webinaire. Thibaut de Chalus est responsable du programme Innovation et Investissement d'Amgen. Et Thibaut, en fait, anime avec moi le webinaire parce que Thibaut est membre du think tank Health&Tech. Et donc, je tiens beaucoup à ce que les membres du think tank puissent participer directement par l'animation de nos webinaires et évidemment directement aussi par l'ensemble des travaux que nous voulons mener. Un tout petit point d'introduction pour laisser ensuite la parole, vous laisser la parole à vous, les très nombreux participants, et à nos 4 intervenantes, parce qu'on a et vous aurez les uns et les autres beaucoup de choses à dire, donc je ne voudrais pas être trop long dans mon introduction, juste vous dire finalement pourquoi on a voulu retenir le thème de la généralisation de la télésurveillance médicale. Et je résumerai notre conviction en 3 points. D'abord, on est tous d'accord pour dire que l'enjeu premier en termes de résultats de santé publique, en termes d'expérience patient, d'expérience des professionnels de santé et de coûts de santé, les fameux 4 objectifs d'un bon système de santé, c'est évidemment la prise en charge et l'accompagnement, j'insiste en disant, et l'accompagnement des malades chroniques. Rappelons que les malades chroniques, c'est près d'1 Français sur 4. Deuxièmement, parce que c'est un enjeu pour ces 4 champs-là majeur pour nous, il nous semble qu'en particulier dans ce domaine des maladies chroniques, il y a nécessité d'innover. Alors, innover sur des nouveaux modes d'organisation pour le management de la relation entre soignants et soignés. Et c'est là que le sujet de la télésurveillance médicale, évidemment, pose de très nombreux défis. J'en retiendrai quelques-uns. La problématique de alliance thérapeutique permanente et pas seulement lors de la séquence de soins entre le patient et les soignants, et la nécessité de renforcer cette alliance. Alors, je pense en particulier à la cancérologie. Vous connaissez le développement très important de l'immunothérapie et de la chimiothérapie en autoprescription à domicile pour certaines thérapeutiques en immunothérapie, et puis le développement évidemment important de la chimiothérapie péros et en intraveineuse à domicile. Deuxième problématique, c'est la question du suivi de la santé du patient à distance. Alors, à distance du lieu d'exercice de la médecine, que ce soit à l'hôpital ou en cabinet.
Et la révolution sur ce sujet, du suivi du patient en dehors du lieu d'exercice du médecin et des professionnels de santé, cette révolution-là, elle n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup à faire sur ce sujet. Troisième problématique, c'est évidemment la question technique, la question des solutions techniques de suivi du patient à distance. C'est la question assez complexe du classement en dispositifs médicaux, dont on parlera tout à l'heure. Et enfin, évidemment, c'est la question du financement, et c'est un sujet majeur dans notre système de santé solidaire. Je voudrais dire sur la question du financement qu'on peut certainement regarder très longtemps les études médico-économiques qui sont faites, notamment dans le cadre et à la suite du programme ETAP, ou les comparaisons de littérature internationale dont on va parler juste après. On peut en parler sans fin. Je pense qu'on ne sera jamais complètement satisfait, et on va voir certainement dans les échanges qu'on a du niveau certainement un peu insatisfaisant de ces évaluations médico-économiques, notamment en France. Mais par contre, il nous semble évident qu'un patient bien suivi à distance par des professionnels de santé, dans le cadre d'une politique de promotion de l'espérance de vie en bonne santé, et dans le cadre de l'alliance thérapeutique dont je viens de parler, évite dans bien des cas des aggravations de patients. Ça nous paraît du bon sens. Et ce que nous croyons, c'est que tous les Français, qu'ils soient malades, aidants ou professionnels de santé, sont certainement en droit d'attendre ce service dans notre système de santé solidaire, quelle que soit la complexité pour y aboutir. Et encore une fois, les défis dont je viens de parler montrent à quel point la complexité est forte et que c'est évidemment plus facile de généraliser, par exemple, la téléconsultation médicale que la télésurveillance médicale, c'est une évidence. Mais nous pensons qu'il y a une nécessité d'accélérer le déploiement et la généralisation de la télésurveillance médicale, en particulier pour les patients chroniques dont je parlais, et en particulier parce que aussi la situation actuelle de crise sanitaire sur le Covid démontre à quel point il est nécessaire de prendre en charge les patients à distance et d'éviter le plus possible les déplacements auprès des professionnels de santé, qu'ils soient en ambulatoire, qu'ils soient en médecine ambulatoire ou des professionnels de santé de ville, ou que ce soit des professionnels de santé qui sont basés à l'hôpital, dans le secteur hospitalier. Voilà. Donc, je ne vais pas couper l'herbe sous le pied de nos 4 intervenantes. Je ne vais donc pas aller plus loin dans l'énoncé de ces nombreux défis. Elles vont chacune, à travers la problématique, une des problématiques et à travers leurs compétences, approfondir l'ensemble des défis dont je viens de parler. Et je vous propose, en termes de déroulement de notre webinaire, de le faire en fait en 2 temps. En premier temps, nous allons avoir donc les 3 interventions, chacune des 3 interventions, des 3 parties que vous avez au programme, pour environ 10 minutes pour chacune des présentations. À l'issue de chacune des présentations, vous pourrez avoir un débat d'environ 5 minutes en questions-réponses avec nos intervenantes. Et donc, n'hésitez pas à utiliser en bas à droite de votre écran la petite fenêtre qui s'appelle chat. Et là, vous pouvez poser une question, poser des questions courtes, s'il vous plaît. Vous pouvez signer vos questions, ça sera avec grand plaisir qu'on dira qui a posé la question. Ça, pendant 5 minutes, on prendra donc 2 ou 3 questions à l'issue de chaque intervention. Et puis, dans la deuxième partie de notre webinaire, on consacrera environ 15 minutes, qui seront donc introduites par Thibaut de Chalut, pour avoir un débat, une sorte de table ronde avec nos 4 intervenantes, qui prendront successivement la parole et qui pourront réagir aux questions qui n'auront pas été sélectionnées dans la première partie ou que vous aurez envie de poser en complément des différentes interventions. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire. Grand merci encore à vous toutes et à vous tous d'être présents avec nous ce soir. Et donc, je passe immédiatement la parole à la Haute Autorité de Santé. Merci à tous les participants. Merci pour cette invitation, de nous donner l'occasion donc de présenter le rapport sur l'évaluation de la télésurveillance médicale, donc qui a été publié sur Le Fil le 30 décembre 2020. Alors, il faut rappeler que les premiers travaux de la HAS dans le champ de la télémédecine, incluant la pratique de télésurveillance, ne datent pas d'aujourd'hui, mais de 2010 déjà. Sous l'impulsion des médecins néphrologues, on avait défini les conditions de mise en œuvre de la télémédecine en unité de dialyse médicalisée. En 2013, une première revue de la littérature sur l'efficience de la télémédecine, qui incluait donc les 4 pratiques, avait été mise en œuvre, et ce nouveau rapport d'évaluation donc a précisément pour objectif d'actualiser cet état des lieux de la littérature internationale concernant l'évaluation médico-économique limitée là au cas de la télésurveillance médicale.
Alors, à l'heure où la téléconsultation et la téléexpertise ont été intégrées dans les pratiques, et ce d'autant plus avec les effets de la crise sanitaire, nous allons, Myriam et moi, vous présenter les conclusions de cette revue systématique, des études mobilisant des outils de l'évaluation économique afin de fournir des éclairages sur la question de l'efficience qui peut se définir par l'estimation des coûts, mais aussi des bénéfices incrémentaux de la télésurveillance. Myriam, je te laisse la parole. Merci et merci pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter rapidement la méthode et les premiers résultats qu'Isabelle discutera ensuite. Il s'agissait de mener une revue systématique, comme il a été dit, entre 2013 et 2020, et cette fois-ci en se limitant au périmètre de la télésurveillance. Nous avons considéré comme périmètre 3 éléments principaux. Nous voulions que dans ce qu'on nommait la télésurveillance, on puisse prendre en compte une solution technique permettant de transmettre les paramètres télésurveillés. On voulait aussi qu'il y ait une dimension, une solution organisationnelle permettant l'analyse des données nécessaires au suivi médical à distance des patients et l'organisation d'alertes. Et il était aussi nécessaire d'avoir un système interactif permettant des interactions personnalisées entre les professionnels de santé et le patient, et aussi le déclenchement de changements de mode de traitement et ou d'organisation de sa prise en charge. Donc, c'était vraiment les 3 dimensions que nous avons voulu prendre en compte. La télémédecine n'était pas limitée à une population particulière, ni à une pathologie. On a vraiment considéré l'ensemble des pathologies chroniques. Au niveau de l'évaluation médico-économique, nous avons sélectionné des études qui ont mis en œuvre une évaluation fondée sur un essai contrôlé randomisé, un ECR, pour le niveau de preuve attendu et pour augmenter aussi en termes de qualité méthodologique. On a retenu 71 articles, avec au départ 489 sélectionnés, 175 résumés lus, beaucoup d'études australiennes, américaines, mais une seule étude française. La thématique principale portait bien sur les pathologies chroniques, beaucoup d'études publiées en cardiologie, comme vous pouvez le voir sur le graphique, en maladies pulmonaires et une chose un peu nouvelle par rapport au rapport de 2013, en santé mentale également. Nous avons mené en binôme cette revue littérature et avons discuté les résultats avec 2 groupes de travail, un qui était plutôt constitué de professionnels de santé et l'autre qui représente et des usagers, et le deuxième avec des experts dans le domaine économique, épidémiologique, santé publique. Les caractéristiques des études, on a constaté une importante hétérogénéité entre les différentes publications. C'était ça aurait pu être une première limite, notamment due aux spécificités des différentes pathologies et les problématiques liées au suivi lui-même. De même, les populations, elles étaient souvent différentes, et aussi du fait de l'organisation elle-même de la télésurveillance, on y reviendra, on voyait des différences. Au niveau méthodologique, les designs d'études étaient un peu différents. On a constaté une amélioration de la qualité méthodologique des études par rapport au rapport de 2013 et une mobilisation beaucoup plus forte de la méthode ACU, analyse coût-utilité, où le critère de jugement principal est la qualité de vie. On voit l'importance pour le patient justement de mesurer sa qualité de vie. Les points critiques provenaient de la pertinence et de l'interprétation des résultats des analyses de minimisation de coûts, qui sont des analyses où on suppose qu'il y a une non-infériorité qui a été démontrée entre les deux interventions qui sont comparées. Il y avait aussi une certaine ancienneté des essais cliniques randomisés retenus. Donc, on peut imaginer qu'il y a un décalage entre le moment où les études ont été mises en place et le moment où elles ont été publiées. Donc, on est sur des situations de télésurveillance qui étaient peut-être pionnières par rapport à la réalité actuelle. Et enfin, l'horizon temporel dans la majorité des études était de 1 an, ce qu'on pourrait peut-être juger insuffisant pour des pathologies chroniques.
Alors, au niveau des résultats, et c'est ce qui est important, c'est qu'on montre une tendance positive de la télésurveillance en termes d'efficience par rapport à la pratique comparée qui était souvent le suivi traditionnel, la prise en charge habituelle de la pathologie. Et ce, quelle que soit la méthode d'évaluation économique qui sont présentées là, utilisée. C'est-à-dire que les situations où la télémédecine apporte une meilleure efficacité clinique à moindre coût est prédominante. On voit uniquement 9 études sur les 61 retenues où ce n'est pas le cas, où la télésurveillance était dominée. L'évaluation médico-économique apporte une réponse en termes d'efficience, de rapport coût-efficacité, et donc ne sont pas en mesure de prendre en compte un certain nombre d'informations comme l'organisation elle-même, comme les facteurs de réussite ou d'échec, ni les conditions de déploiement. Alors, c'est pourquoi il nous était apparu nécessaire d'analyser également les organisations de télésurveillance présentées dans les différentes études. Et c'est pour ça qu'on a fait tout un travail d'essayer de schématiser comment on peut s'organiser la télésurveillance. Et le challenge a été de le faire sur un schéma qui a été beaucoup discuté, qui a évolué. Il était nécessaire de mettre le patient au centre avec son environnement proche, le domicile, ou le lieu de vie, en tout cas, les acteurs l'entourant, le soutien des solutions technologiques et les liens avec les sites distants qui peuvent être juste basés sur des données, qui peuvent être de la communication directe. On a essayé de représenter sur ce schéma qui n'est peut-être pas très visible là, mais qui est dans le rapport, l'ensemble des interactions possibles entre le patient et les différentes parties prenantes et solutions numériques envisagées. Alors pour cela, nous avons analysé pour chaque étude le type de données qui étaient transmises, la fréquence des transmissions, la solution numérique qui a été mobilisée, l'organisation du traitement, les données qui peuvent, j'ai déjà dit, automatiser et tout ce qui peut générer des alertes, le nombre de professionnels impliqués et la façon dont ils font leur retour au patient. Ça nous paraissait très important de voir aussi le retour professionnel vers le patient. Alors, ce qu'on observe, c'est deux types d'organisation. Une centrée vraiment sur la valeur intrinsèque de la solution technique. Donc, on est vraiment là sur les possibilités offertes en termes de traitement de données, de génération de résultats automatiques, d'algorithmes, etc. Vraiment au niveau d'une solution à part entière numérique. Et puis, on a vu émerger aussi des organisations qui étaient centrées sur le rôle du patient, au centre de l'organisation, fondée sur l'éducation thérapeutique, le self-management, avec un objectif de le rendre plus autonome et impliqué dans sa prise en charge. Donc là, on voyait le suivi à fréquence régulière, fortement axé sur la communication entre le patient et les professionnels de santé, ainsi que sur les évolutions organisationnelles impliquant différents acteurs. La valeur ajoutée de cette deuxième organisation repose sur le rôle des acteurs impliqués, la coordination qui est importante avec le patient et les effets induits sur son comportement. Et du coup, Isabelle va vous présenter les conclusions et les discussions qui ont émergé. Alors, la télésurveillance est souvent présentée comme un vecteur d'amélioration des soins. Est-ce que cette revue de la littérature permet de répondre à cette question ? Alors, on voit que quelle que soit la méthode de l'évaluation économique, les résultats sont en faveur de l'efficience, mais que, par ailleurs, ces résultats sont difficilement comparables d'une étude à l'autre du fait du champ très large de cette revue de la littérature et surtout de la forte composante organisationnelle de l'intervention évaluée qu'est la télésurveillance, puisque la problématique médicale à laquelle elle répond est souvent différente, les indicateurs de résultats également, la solution numérique sur laquelle elle se fonde, le suivi, le contenu de ce suivi, la fréquence, la durée de suivi, les acteurs impliqués, l'organisation et la gestion des patients. Donc, du fait de cette hétérogénéité qui est également observée dans les pathologies les plus représentées dans l'échantillon, comme par exemple l'insuffisance cardiaque, les pathologies pulmonaires, la santé mentale et le suivi du diabète,
dans lesquels les populations étudiées étaient là aussi hétérogènes, de même que les objectifs de suivi. Donc, outre les problèmes d'interprétation, la transposabilité de ces résultats se pose également dans la mesure où toutes les études ont été réalisées donc, dans des pays étrangers à l'exception d'une, qui peuvent avoir notamment des seuils d'efficience définis différents d'un pays à l'autre, sachant que la France n'a pas de seuil d'efficience défini. Des différences liées à l'organisation, au financement des soins aussi peuvent être notées. Le périmètre et le poste des coûts retenus pouvaient être différents, de même que le type d'acteurs impliqués dans l'organisation du suivi. Tous ces éléments font qu'on ne peut pas présenter précisément de classification, donc en fonction de pratiques de télésurveillance identifiées comme efficientes. Cependant, selon l'avis du groupe de travail et les conclusions de la HAS, les conclusions de la majorité des études pour différents patients, solutions techniques numériques, organisation, contexte de déploiement mettent en évidence un faisceau d'arguments en faveur de la généralisation des résultats montrant l'efficience de la télésurveillance. Donc, c'est la principale conclusion du rapport de la HAS qui, par ailleurs, alors, dans ce rapport, même si des éléments relatifs à l'organisation de la télésurveillance ont été notés, ils ne permettaient pas vraiment d'identifier les facteurs clés de succès liés à son déploiement, ce que l'évaluation médico-économique n'a d'ailleurs pas vocation à faire, comme l'a fait remarquer les experts du groupe de travail, qui ont recommandé donc que ces résultats donc issus d'évaluation médico-économique soient complétés par des études de processus ou d'implémentation qui permettraient d'identifier davantage ces facteurs clés de succès. Le groupe de travail avait également recommandé la mise en œuvre d'un état des lieux des projets de télésurveillance en France, arguant que l'état des lieux de la littérature ne reflétait pas du tout les projets de télésurveillance en France qui fonctionnaient, mais qui n'étaient pas forcément évalués et dont l'évaluation n'était par ailleurs pas publiée. Donc, ça, c'était très important à leurs yeux d'établir cet état des lieux des projets, et notamment des projets qui avaient mis en œuvre une évaluation pas uniquement médico-économique, mais aussi clinique, et qui, là aussi, n'étaient pas forcément publiées. Concernant les conditions de déploiement, le groupe de travail a discuté donc les apports de la revue de la littérature, ses limites, mais aussi les enjeux majeurs pour déployer donc et développer la télésurveillance en France. Alors, il est difficile de faire le tour de l'ensemble de leurs propositions dans le temps imparti, mais en voici quelques-unes. Donc, tout d'abord, selon ces experts, la télésurveillance doit permettre d'apporter une réponse à toutes les étapes de la prise en charge, du parcours de soins ou de vie, et aussi d'intégrer plusieurs pathologies. Elle doit permettre de répondre à un besoin d'accompagnement des patients. Alors, pour les patients qui peuvent être dans une période à risque ou en routine, pour les patients dont l'état est stabilisé. Donc, elle ne s'adresse pas forcément uniquement aux pathologies chroniques. Donc, elle pourrait impliquer une organisation modulaire qui impliquerait des différences dans l'intensité de l'interaction avec les patients, notamment une solution numérique différente. La solution technique numérique sur laquelle se fonde la télémédecine, qui peut être simple ou très complexe, jusqu'à embarquer de l'intelligence artificielle, ne peut être dissociée du travail collaboratif entre les différents acteurs qui orchestraient autour du patient. L'équipe aussi pluridisciplinaire que l'organisation de la télésurveillance implique, et aussi la reconfiguration des rôles qu'elle peut engendrer. Donc, là, ce qui est important, c'est que la télésurveillance doit être assimilée à un outil d'aide à la décision pour les patients et les professionnels, avec comme valeur ajoutée la facilitation de communication, la coordination autour du patient et aussi son autonomisation lorsque cette finalité est recherchée. Donc, en ce sens, elle nécessite vraiment d'impliquer le patient en l'accompagnant, l'éduquant, le formant, pour lui permettre d'adhérer donc à cette organisation des soins, et aussi de maintenir sa motivation dans le temps. Et pour cela, à toutes les étapes du déroulement de la télésurveillance, il a été remarqué que le rôle de l'équipe infirmière est majeur. Les risques doivent être aussi maîtrisés concernant l'intrusion dans sa vie personnelle, le transfert de risques qui peut lui incomber, l'exclusion aussi au travers d'outils inadaptés à son usage, le respect de la confidentialité des données, bien évidemment. Donc, au regard du dynamisme du secteur de la e-santé et du contexte de la crise sanitaire, il est plus que nécessaire aujourd'hui de définir un cadre pérenne pour le déploiement de la télésurveillance qui passe notamment par la définition d'un modèle économique adapté, modulaire peut-être, en fonction toujours des finalités de la télésurveillance,
Et dans cette optique, la HAS a recommandé également la création d'un observatoire des projets de télésurveillance qui pourrait être utile donc pour définir ces conditions donc de déploiement. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Il y a déjà plusieurs questions qui portent sur la prolongation ou non du programme étape et de la généralisation. Ce que je vous propose, c'est que toutes les questions concernant la généralisation, on les laisse pour la partie de notre débat tout à l'heure, parce qu'elles vont s'adresser à plusieurs acteurs. Et par contre, je propose de prendre une question qui vous est adressée, un peu spécifique, que nous allons publier à l'écran, la question de Jean-François Thébault. Pourquoi 1 an est-il jugé insuffisant ? Même si la maladie est chronique, le plus souvent, l'indication de la télésurveillance est ponctuelle lors d'un épisode de soins post-opératoires, par exemple. Alors, vas-y, je te laisse répondre, Myriam. Oui, juste, c'est une vraie question et ça a été vraiment discuté avec le groupe d'experts et en fait, ça dépend vraiment de l'organisation de la télésurveillance. Et c'est vrai que le post-opératoire, c'est pas forcément ce qu'on a pu voir dans les différentes études et du coup, c'est une vraie question mais l'horizon temporel reste donc à bien définir. On n'a pas de certitude sur la durée optimale. Isabelle? Voilà, même si, alors, il faut quand même remarquer qu'il est très difficile d'établir des études, notamment des études fondées sur des essais contrôlés randomisés. C'est coûteux et donc, c'est vrai que pour l'échantillon d'études retenues qui portaient sur majoritairement des pathologies chroniques, le suivi à 1 an pourrait paraître court, notamment pour amortir les coûts qui peuvent être élevés lors de la mise en place de la télésurveillance. Donc, c'est vrai que on n'a pas de réponse à cette question. Le débat est ouvert, mais il y a plusieurs en fait arguments à prendre en considération, surtout en fonction de ce qu'on veut évaluer. Mais je suis assez d'accord avec vous, Jean-François, que dans le cadre de l'évaluation de la télésurveillance dans le cadre d'un épisode de soins aigus, en post-opératoire par exemple, 1 an suffirait pour l'évaluation. Je prends une dernière question qui vous est adressée directement. Encore une fois, les autres questions sur la généralisation, on pourra les traiter à la fin. Alors, comme ça concerne directement votre rapport, c'est pour ça que je prends la question. On parle d'évaluation économique, mais sans aucun chiffre. Quels sont les chiffres? Quels sont les indicateurs? Donc, évidemment, les 10 minutes que vous avez ne permettent pas de présenter la totalité de votre rapport. J'imagine que ça va être votre réponse, mais peut-être que vous avez une réponse un peu plus détaillée. 61 études sont décrites dans le rapport, à la fin dans les annexes, avec tous les chiffres concernant, par exemple, les ratios différentiels coût-résultat, qui est le principal indicateur des évaluations coût-résultat, que ce soit les analyses au coût-utilité ou coût-efficacité. Mais c'est vrai que c'est très difficile de tous les présenter. Donc, Myriam Le Goff, sur un indicateur ou sur un chiffre que vous avez envie de mettre en valeur en particulier, vous avez une réponse? C'est vrai que le critère qui a été le plus décrit, c'est le ratio coût-utilité avec donc coût par rapport au QALYS, qualité de vie, le critère de qualité de vie utilisé. Alors, j'ai vraiment pas de chiffres à vous donner. En plus, en France, on n'a pas de référence pour dire. Ouais. Donc, du coup, je ne peux pas vous les donner. Ils sont vraiment tous décrits, mais c'est celui-là qui peut permettre de comparer les différentes études. Moi, j'ai une dernière question. Vous avez indiqué, dans l'étude, et vous l'avez indiqué tout à l'heure, que vous pouviez vous appuyer sur une seule étude française et que toutes les autres études n'étaient pas françaises, qu'elles étaient internationales. On a une explication à ça? Il y a très peu de publications en fait concernant l'évaluation médico-économique de la télésurveillance en France. Et bon, il y avait aussi certains critères de sélection des études auxquels les publications existantes ne répondaient pas. Mais dans l'ensemble, il y a très peu d'évaluations médico-économiques publiées, hein, donc dans des revues scientifiques en France concernant la télésurveillance spécifiquement. La plupart des évaluations sont en cours. Et c'est pour ça, et voilà, on parle d'étapes, etc. Mais la plupart sont en cours et donc ne sont pas encore publiées. Ok. Je
Je passe la parole à Ulrich Houguet, qui est donc infirmière coordinatrice régionale en télésurveillance au grade Normandie Santé et qui a une expérience, comme vous allez voir, de plusieurs années sur la télésurveillance médicale pour l'insuffisance cardiaque dans un dispositif qui est bien connu maintenant qui s'appelle le SCAD. Et on a pensé qu'il était intéressant de donner la parole à une professionnelle de santé non médecin pour parler de la télésurveillance médicale et de voir quel était le rôle en termes de compétences, de délégation de tâches, de partage et de coordination entre professionnels de santé sur ces questions de télésurveillance médicale. Ulrich, vous avez la parole. Eh ben, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Et puis, merci de me laisser un petit temps pour partager ces quelques années d'expérience en télésurveillance en tant qu'infirmière au SCAD de insuffisance cardiaque. En quelques diapos, je vais vous décrire un petit peu le parcours, justement ce parcours qui a quelques années déjà d'existence. Le SCAD donc consiste en une télésurveillance sur 6 mois pour les patients insuffisants cardiaques. Il est associé à un renforcement dans l'éducation thérapeutique. Pour faire un bref historique, pour bien resituer un petit peu l'ensemble, le lancement s'est fait déjà en 2006, donc il y a déjà quelques années en Normandie. Il a d'abord commencé par une étude de faisabilité et ensuite, à la suite de cette phase d'expérimentation et avec une dynamique du Conseil général et de l'ARS, à partir de 2008, le déploiement s'est fait sur 11 centres hospitaliers publics et privés. En 2013, il y a eu l'intégration de cet outil numérique sur une plateforme thérapie au niveau du GCS Normandie Santé. En 2017, la DGOS déclare le SCAD insuffisance cardiaque comme une première solution de télésurveillance des patients insuffisants cardiaques conforme au cadre réglementaire national, donc 10 ans après le début. Et en 2018, le SCAD fait partie des 5 parcours retenus au travers du programme étape, comme on l'a spécifié tout à l'heure. Voilà comment se passe ce parcours SCAD insuffisance cardiaque. C'est vraiment une organisation centrée autour du patient avec un outil numérique qui accompagne et le patient, mais aussi le professionnel de santé dans ce parcours. Ce parcours-là, il est peut-être un peu simplifié, mais ça permet vraiment de se situer. On commence tout simplement avec une prescription médicale et une information au patient de ce parcours, de cette prise en charge, avec un consentement libre et éclairé. Et ensuite, ce patient est inclus sur la plateforme. Il y a une création de télédossier. Suite à un bilan éducatif, l'infirmière défie un protocole, entre autres celui-là d'insuffisance cardiaque, mais qui est bien évidemment modulable en fonction des besoins et des objectifs du patient. Et une formation est faite à l'usage de l'outil numérique, entre autres là d'une tablette qu'il va pouvoir bénéficier à son domicile. Le patient repart de son hospitalisation, rentre à domicile. Il est livré et il bénéficie d'une installation de cette tablette ainsi que d'un tensiomètre pour son suivi. Et là débute ce parcours pendant 6 mois avec des réponses qui sont données par le patient grâce à une saisie de données sur cette tablette, des questions qui lui sont posées 6 jours sur 7. Et là, une surveillance se fait de ces constantes, de ces signes d'alerte, des symptômes. Des questions lui sont posées autour de l'alimentation. Mais suite à ces questions, il y a aussi une conduite à tenir qui lui est proposée par rapport à d'éventuels signes d'alerte qu'il peut avoir. La tablette pose des questions, apporte de l'information, mais le patient peut aussi échanger avec son équipe de soins, avec le SCAD, par messagerie sécurisée via cette tablette. Donc, il est important, c'est que on pose des questions, mais il y a toute cette partie aussi de recommandations, de suivi, de conseils qui lui sont aussi également apportés et que la famille aussi peut bénéficier au niveau des informations sur cette tablette. Côté professionnels de santé, les professionnels de santé ont un visuel sur ces données tous les jours et une remontée d'alerte éventuelle en fonction des données de saisie du patient. Le professionnel se voit
parfois appeler le patient pour vérifier la véracité de ces données et vérifier si l'alerte est bien en lien avec les saisies des informations qu'il a pu apporter. Et le lien se fait aussi avec le médecin si des alertes restent persistantes. Donc il y a toute cette gestion en fait d'alerte et clinique pour le côté soignant. Ce parcours, on a vu en fait une prise de conscience du patient de sa maladie, une prise de conscience de ce qu'il devait surveiller dans l'autosurveillance, son traitement, l'activité d'endurance. Tous ces points-là sont revus pendant 6 mois et le patient, il prend confiance en lui dans la gestion de sa maladie parce qu'il sait ce qu'il a à faire, à quel moment et il sait qu'il a eu ces informations au fur et à mesure du déroulé de son parcours. Le patient, il est rassuré et aussi son entourage d'avoir ce suivi pendant 6 mois à la sortie d'une hospitalisation qui est toujours stressante parce qu'il y a toujours le stress de redévelopper des signes d'alerte. Donc voilà pour le parcours SCAD-IC en Normandie avec une organisation très hospitalière. Ce qui en ressort de cette prise en charge, c'est d'avoir un socle commun qui pourrait très bien se retrouver dans d'autres parcours de soins pour d'autres pathologies, avec bien évidemment des objectifs de soins communs, éviter des réhospitalisations, maintenir au maximum le patient à son domicile, l'autonomisation du patient, et vraiment d'avoir des objectifs communs qui sont importants pour tous les professionnels de santé, c'est quelque chose de réalisable. Après, un deuxième socle, moi, qui me semblait important, c'est à minima le binôme médecin-infirmier. Un socle de travail qui est vraiment important pour que ce soit vraiment coopératif et efficient. Si il nous manque l'un des deux, le parcours est difficile. Bien évidemment avec une équipe pluridisciplinaire identifiée et qui a accès aussi au bilan au télédossier de son patient. Tout ça, c'est important parce que en fait, dès le début de ce parcours SCAD, c'était une évidence que la télésurveillance, c'était un rôle infirmier, une prescription médicale, une responsabilité médicale, mais que la gestion de cette télésurveillance était du rôle infirmier. Et dès le début, ce binôme médecin-infirmier s'est basé sur un climat de confiance justement pour pouvoir développer les différentes actions que l'infirmière pouvait mener autour de cette télésurveillance. Dans ce socle, ce qui me paraissait important aussi, c'est la formation des professionnels de santé à l'usage de l'outil numérique. Pour acquérir en fait des compétences vraiment autour de la télésurveillance et de l'outil. C'est important pour qu'on travaille tous dans le même sens et ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est dès le début d'avoir cet apprentissage, ce socle dans le cursus des études pour quand on est étudiant, pour avoir au minima des bonnes pratiques autour du numérique, de la télésurveillance et même de la télémédecine avec la messagerie sécurisée, la connexion, c'est un identifiant mot de passe, un professionnel et un identifiant mot de passe et non pas toute l'équipe sur un seul identifiant mot de passe, toute l'équipe de soins. Tout ce qui est traçabilité, tout ce qui est aussi sécurité de données, d'éviter de transférer des données via une messagerie non sécurisée, enfin, d'avoir ce socle et après d'approfondir et de finir avec une formation sur l'outil numérique, mais je dirais que c'est vraiment sur la fin et en fonction du projet de soins de là où on travaille. Un autre socle aussi, c'est la mise en place de protocoles et de procédures. C'est important qu'on aille dans le même sens et donc pour les équipes de soins, ça leur donne une base de travail qu'on personnalise en fonction de sa façon de travailler, bien évidemment, mais ces guides de bonnes pratiques de télésurveillance sont au moins une base pour travailler dans de bonnes conditions et donner un cadre de travail. L'autre socle, alors là, ces indicateurs, c'est assez compliqué parce qu'au final, en tant qu'infirmière, c'est pas forcément quelque chose qu'on évalue, enfin, on n'évalue pas beaucoup tout ça, mais d'avoir des indicateurs de suivi communs. Je vois entre les centres, les différents centres normands, il a été instauré en fait des indicateurs communs pour qu'on puisse
évoluer et optimiser en fait les évaluations et in fine d'évaluer aussi notre travail, mais sur les mêmes indicateurs. Un autre point aussi pas forcément évident, mais qui fait partie aussi du travail, c'est tout le côté communication de la télésurveillance et du coup d'impliquer les soignants, qu'ils soient hospitaliers ou extra-hospitaliers, au niveau de la télésurveillance. C'est pas évident. Il faut qu'on ait le même niveau d'information, ça c'est important, pour qu'il y ait une réelle continuité de prise en charge du patient, qu'il soit à l'hôpital et au domicile. L'infirmière de service de soins, elle puisse avoir l'information de la télésurveillance. Qu'est-ce qui se passe dans cette télésurveillance? Que font les soignants? Et l'IDEL, elle aussi au domicile, peut éventuellement venir en aide pour la saisie des données sur la tablette du patient, par exemple. Donc, c'est important qu'il y ait cette communication et que la télésurveillance soit pas dans son petit coin et que la communication passe bien en amont et en aval de cette prise en charge. Le petit point aussi, cette diapo est intéressante, des compétences qui sont requises en tant qu'infirmier en télésurveillance. Qu'est-ce qu'on développe de plus? Alors, les compétences théoriques, bien évidemment, en lien avec la pathologie du parcours, parce qu'il faut quand même au moins avoir cette base-là. Des compétences en éducation thérapeutique avec au moins un minima la formation de 40 heures à l'éducation et éventuellement un DU en ETP. C'est un plus et qui n'est pas des moindres. Des compétences en coordination pour créer des vrais liens entre les professionnels, des liens avec le patient et voire déclencher des réunions suite à un dossier critique d'un patient télésurveillé. Des compétences d'analyse clinique. Et là, l'analyse clinique, c'est vraiment un point qui se développe avec l'outil. L'outil aide à développer cette compétence clinique, à repérer la dégradation d'un patient grâce à ces données qu'il a pu saisir sur sa tablette, d'avoir des actions en fait de filtre humain quand on a des remontées d'alerte et de vraiment de repérer le profil du patient grâce à toutes ces données. Ces données qui sont très riches et qui peuvent aussi tout de suite alléger une prochaine consultation pour aller directement là où ça va pas avec le patient. Donc des compétences qui se développent par le biais de cet outil de télésurveillance et des compétences à l'usage de l'outil numérique, bien évidemment. Ça, c'est important. On ne fait pas de télésurveillance sans maîtriser au minima un peu le dispositif. C'est important pour le bon fonctionnement en fait du dispositif. Aussi en tant qu'infirmière, par rapport à ces compétences-là, c'est d'avoir toujours cet esprit critique aussi par rapport à l'outil numérique pour faire des remontées d'ergonomie aussi par rapport à l'usage de l'outil numérique, de simplicité d'usage. Il faut que ce soit facile, rapide d'accès pour pas perdre de temps. Et aussi des critiques aussi sur les fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir en plus sur cet outil pour faciliter encore plus notre travail, pour avoir par exemple des historiques d'alerte, pour avoir en plus de ces remontées d'alerte. Voilà, ça c'est important et aussi des compétences d'accompagnement à l'usage de l'outil avec le patient. Surtout dans les premières semaines où le patient se retrouve avec une tablette, c'est nouveau pour lui et lors de la formation, il a bien évidemment pas tout retenu, c'est pas possible, on lui montre beaucoup de choses, il a beaucoup d'informations et donc cet accompagnement lors des premières semaines est très important pour qu'il puisse vraiment se familiariser à nouvel outil et qu'il puisse vraiment l'utiliser à bon escient et utiliser toutes les fonctionnalités comme le bouton d'information, le bouton d'envoyer un message à l'équipe par exemple. Donc ça, c'est important aussi que en tant qu'infirmier, on ait cette compétence numérique et aussi pour le patient. Je passe à la diapo suivante. La télésurveillance, alors c'est aussi dès le début du SCAD, ça a été Il vous reste 1 minute. Je me dépêche et de toute façon, c'est pratiquement la fin. C'est pas évident, hein, tout résumer.
un des objectifs a été d'optimiser le lien ville-hôpital. Et là, on était sur un mode d'organisation vraiment hospitalier, en impliquant bien évidemment les libéraux avec des comptes rendus, des conduites à tenir pour les patients, aller vers leur médecin traitant et leur cardiologue traitant. Après, on pourrait très bien partir sur un schéma plus libéral, ambulatoire, mais là, il faudra sûrement revoir, c'est le rôle des différents acteurs qui sera déterminé, bien évidemment, et peut-être aussi l'implication des infirmières en pratique avancée dans ce genre de schéma organisationnel. Tout va être aussi dans la responsabilité des uns et des autres et des compétences requises, que ce soit pour les médecins traitants et les infirmiers télésurveillants. Le modèle tarifaire, on en a parlé tout à l'heure, là c'est sur des modes de forfait. Est-ce qu'il ne faut pas élargir ce mode de forfait peut-être pour être plus adapté à ce nouveau fonctionnement. Je passe à la dernière diapo et la dernière. Après, du coup, 15 ans d'expérience pour le SCAD insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a une formule magique? Je ne sais pas forcément, mais en tous les cas, il y a peut-être sûrement plusieurs formules ou même peut-être une télésurveillance à la carte. Voilà, nous, on imagine telle organisation, on aimerait bien qu'il y ait telle et telle chose, et du coup, que ce soit une télésurveillance en fonction des besoins du projet, en fonction des besoins du patient, de la patientèle qu'on peut suivre, ou peut-être par formule. Moi, je choisis comme la mutuelle, formule 1, formule 2, formule 3, et qu'on soit peut-être pas figé qu'à une seule organisation, et comme on peut l'être actuellement. Et pour moi, ce qui est important, c'est de faciliter la mise en place. Pour être le plus efficient possible, il faut des guides de méthodologie, il faut des guides de bonnes pratiques pour ceux qui utilisent la télésurveillance et pour ceux qui veulent se mettre à la télésurveillance, pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils vont aller. Des formations de professionnels à la télésurveillance, ça c'est très important pour vraiment bien l'utiliser, la télésurveillance, et un accompagnement numérique et technique des professionnels, par exemple comme là avec le GRAD, qui facilite énormément en fait l'usage de la télésurveillance. Ce qui est pour moi les clés d'une réussite collective pour l'usage de la télésurveillance. Voilà, merci. Merci beaucoup. Votre intervention suscite de très nombreuses questions. Je vais vous proposer, Ulrich, je vais passer une première salle de questions techniques sur le fonctionnement du SCAD. Si vous pouvez juste noter les questions. Je vais en passer plusieurs en même temps, faire des réponses très très courtes. Je passerai une deuxième salle de façon à ce qu'on puisse vraiment laisser la parole ensuite aussi à Armelle Gracier et que personne ne soit frustré sur la durée de ses interventions. Alors, première question, c'est sur le tensiomètre connecté. Point d'interrogation. Je reste sur des questions techniques. Avez-vous, j'en passe quelques-unes, je vous laisse répondre après. Avez-vous de la visio pour les téléconsultations? Troisième question technique, y a-t-il une prise de poids? Donc, tensiomètre connecté, visio-téléconsultation, prise de poids. Si vous pouvez répondre déjà à ces trois premières questions. Alors, le tensiomètre n'est pas connecté, c'est une volonté médicale qu'il ne soit pas connecté pour que le patient, quand le suivi se termine, il puisse de lui-même prendre cette tension et avoir vraiment un retour sur cette tension. Ce n'est pas juste je prends ma tension et je donne cette donnée et je ne sais pas ce que j'en fais. Non, c'est je prends ma tension et je sais qu'elle est haute, basse, qu'elle n'est pas bien pour ma santé, j'évalue en fait ce résultat. Et donc cette volonté a été d'avoir un tensiomètre non connecté pour poursuivre cette prise en charge après le parcours SCAD-IC. Pour la téléconsultation, oui, on peut déclencher des téléconsultations via la même plateforme s'il y a besoin entre le patient et le cardiologue traitant ou le médecin traitant éventuellement. Il n'y a pas de souci. Et pour la prise de poids, c'est le patient qui prend son poids. Alors c'est pareil, on le forme à se peser sur la même balance, dans les mêmes conditions pour pouvoir comparer un même résultat. Et c'est lui qui fait ce delta de prise de poids. Pareil, pour qu'il ait les mêmes réflexes après le suivi SCAD-IC au bout de 6 mois et qu'il puisse de lui-même dire j'ai pris du poids, non, j'ai le même poids, je ne m'inquiète pas, tout va bien. Voilà, donc il y a vraiment pour autonomiser au maximum le patient. Alors ensuite, quelques questions, et encore une fois, je vous prie de m'excuser par rapport à tous ceux qui ont posé des questions, je ne pourrai pas toutes les sélectionner. Si on peut, on reviendra un peu à la fin. Là, quelques questions sur le fonctionnement en termes de, on va dire, de ressources humaines.
Je Oui. pense que tout le monde a été très intéressé quand vous avez affirmé que la gestion, depuis le début, vous aviez eu l'idée que la gestion devait être vraiment coordonnée par des infirmiers, des infirmières, infirmiers, pardonnez-moi. Là, une question sur le profil des infirmiers et le statut des infirmiers. Parlez-vous d'infirmiers dédiés au CHU ou au CH ou d'infirmiers libéraux? Une deuxième question sur les ressources humaines, le nombre de médecins qui interviennent dans le projet. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une question qui vous réinterpellait sur la question pardonnez-moi, de la participation des médecins libéraux. Je crois que c'était aussi une question de Jean-François Thébault sur les cardiologues libéraux de ville. Donc, on est sur la question de la coordination entre professionnels. Alors, pour le profil infirmier, en fait, c'était vraiment dès le début, et je les salue en même temps, le docteur Sabatier et le docteur Belin, où pour eux, ça a été une évidence complète que ce soit, ils n'avaient pas de temps. Comme ils disent, ils n'avaient pas le temps de gérer cette télésurveillance. Donc, il y a une dynamique qui s'est créée et comme je disais, un climat de confiance qui a fait qu'ils ont complètement délégué cette partie-là sous leur responsabilité tout le temps, mais dès le début, c'était vraiment un travail d'équipe qui était qui était une évidence pour tout le monde. Et pour le nombre de médecins par rapport au projet, ce sont des médecins qui sont référents dans chaque centre par rapport au projet SCAD, qui sont impliqués, qui sont responsables de leur patientèle suivie par le SCAD d'insuffisance cardiaque. Et l'autre question qui était plus sur la participation des médecins traitants, ils font partie de ce parcours, bien évidemment. Ils sont même au cœur de ce parcours avec le patient. Des comptes rendus sont envoyés. Le système envoie des comptes rendus au début et à la fin de la prise en charge, et si besoin, intermédiaire. Après, ils ont un visuel aussi, ils ont la possibilité d'avoir un visuel sur le suivi de leurs patients, sur le télédossier. Et c'est là où justement ça pêche un petit peu, c'est le nombre de connexions au télédossier. Merci beaucoup, merci infiniment. Et C'est puis moi, je vous remercie. on se reparle tout à l'heure, donc dans la dernière partie du débat. Je laisse la parole à Armelle Gracier, qui est directeur des affaires industrielles du SNITEM. Bonsoir à tous et merci beaucoup de votre invitation. Alors, je pense que je vais plus poser des questions qu'apporter des vraies réponses, mais en tous les cas, je voulais effectivement brosser un peu le tableau des solutions digitales qui accompagnent la télésurveillance, parce que pour suivre le patient à distance, il faut un peu de matériel, et c'est là que bien sûr les industriels interviennent. Alors, en préambule de ce que je vais vous dire après, je voulais revenir sur la définition de la télésurveillance qui est un acte de suivi à distance de données de patients. Donc quand on dit ça, c'est relativement simple et ça laisse la porte ouverte à beaucoup de possibilités. Et on voit déjà qu'il y a un premier tri parmi toutes les solutions de télésurveillance qui a été fait par l'IRDES. L'IRDES est l'organisation qui a été mandatée dans le cadre du cahier des charges du programme ETAP pour faire l'évaluation justement de cette expérimentation. Et un premier rapport intermédiaire devait être fait en 2019. Bon, il a pris un petit peu de retard. Mais donc l'IRDES, quand elle a analysé les solutions qui étaient engagées dans le programme ETAP, a défini finalement 3 grandes typologies de solutions. Un premier niveau de service qui représente en fait des solutions qui recueillent la donnée qui vient du patient, qui transmet la donnée et qui permet finalement à un médecin de mettre un seuil sur certains critères pour être alerté de ce que son patient a remonté comme information, ce qui est une solution assez simple. Ils ont distingué un deuxième niveau de service apporté qui représente des solutions qui prend les données recueillies, mais les agrège avec d'autres données, les retravaille et la donnée finale sortie est différente et apporte un résultat au médecin qu'il n'aurait pas pu obtenir tout seul, ou s'il avait dû le travailler tout seul, il aurait mis un certain temps
à l'obtenir. Donc, c'est des solutions plus intelligentes avec des algorithmes beaucoup plus complexes. Et l'IRDES a distingué un troisième niveau de service qui se place probablement entre les deux, où pour certaines plateformes, certains industriels ont mis entre leur solution et le patient des professionnels de santé, très souvent des infirmières, qui, au vu des remontées d'informations, peuvent contacter le patient et voir avec lui, lui poser des questions ou alors lui donner des conseils d'éducation thérapeutique. Et donc, il y a cet étage intermédiaire. Alors, évidemment, il faut arriver à placer toutes ces solutions dans le parcours de soins du patient. En 2019, les ateliers de Gien avaient consacré un des ateliers à la télésurveillance et justement à la sortie d'étape. Et cet atelier regroupait des académiques, des industriels et des professionnels de santé. Et on avait essayé de réfléchir à comment étape pourrait se passer dans le droit commun. En préambule de solutions éventuelles, on avait réfléchi à quels pouvaient être les leviers qu'il fallait mettre en place pour arriver à ce que la télésurveillance devienne pérenne et qu'il y ait des moyens incitatifs. Et je retrouve dans ces critères que je ne vais pas détailler, certains qui ont été présentés juste avant, en particulier pour tout ce qui a trait à la formation des professionnels de santé, la mise à disposition d'outils simples, de guides méthodologiques, de bonnes pratiques, qui nous paraissent indispensables pour que les professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou paramédicaux, s'emparent vraiment de la technologie, de la pratique et puissent la déployer. Bien sûr, la coopération ville-hôpital est importante, la délégation de tâches, enfin, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir réfléchir au-delà de la simple, entre guillemets, évaluation et tarification de la télésurveillance et de ses outils. Et puis, bien sûr, la partie financement, valorisation de l'innovation est quelque chose de très important pour les industriels. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les modèles de financement, finalement, il y a deux grandes catégories. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça qu'on l'avait réfléchi. Soit on se dit que tout ce qui sert à la télésurveillance est regroupé dans un forfait unique, un forfait qui pourrait être payé aux professionnels de santé, et c'est lui qui organise, qui choisit la solution, qui éventuellement rémunère la pratique de l'éducation thérapeutique ou la gestion de la télésurveillance, comme ça nous a été expliqué auparavant, sur un forfait unique. Alors évidemment, c'est une formule assez simple. En tous les cas, pour le payeur, c'est assez facile. Il paye un seul acteur. Après, on y a trouvé un certain nombre d'inconvénients. En tous les cas, du point de vue de l'industriel, hein, nous, on est dans ce forfait unique, on est les fournisseurs de solutions. Il y a une absence totale de traçabilité de la solution technique. Or, les fabricants ont quand même certaines obligations au regard du règlement européen. L'accès au marché, il est certes simplifié, ça c'est plutôt positif, mais ça peut quand même favoriser le moins-disant. Quand tout est inclus dans un forfait, le professionnel de santé peut être tenté de choisir une solution qui ne serait pas trop chère. Ça nous paraît peu adapté à l'exercice libéral. Les médecins n'en ont pas l'habitude, alors tout peut changer, mais c'est vrai que ça nous paraît difficile pour favoriser en tous les cas une mise en place et un déploiement rapide de la télésurveillance. Et puis, il y a une question bien sûr de responsabilité qui restera à définir. Et finalement, les industriels qui étaient autour de la table, mais conjointement avec les autres participants, s'orienter plutôt vers, toujours sur du forfait, parce que finalement, on se rend bien compte que c'est le sens de l'histoire, d'aller vers des forfaits, mais en tous les cas, d'aller vers deux forfaits. Un forfait acte, donc qui serait négocié entre les professionnels de santé et la CNAM, qui pourrait être soit des forfaits séparés pour le médecin qui fait la télésurveillance, le professionnel de santé qui fait l'accompagnement thérapeutique et éventuellement d'autres intervenants le cas échéant, soit un forfait unique qui est après délégué par le médecin, ça reste à définir, et puis à côté un forfait qui est plus pour le fournisseur de solutions, avec deux options.
qui existe dans le droit commun aujourd'hui, qui est soit un dépôt d'un dossier auprès de la Haute Autorité de Santé pour évaluation, et donc dans ce cas-là, c'est un dossier en nom de marque, soit la création d'une ligne générique, bon, bien sûr, dont il faudrait définir le cahier des charges. L'intérêt de cette formule pour les industriels, c'est que finalement, c'est un modèle qui permet le passage en droit commun de façon assez simple, puisque c'est quelque chose qui existe déjà. C'est adapté aux pratiques professionnelles, parce que là aussi, c'est un mode de fonctionnement que les professionnels de santé connaissent. Ça permet aux autorités de suivre les dispositifs. Ça permet de valoriser l'innovation, parce que même si on part de lignes génériques, ça n'empêche pas un industriel qui estimerait que sa solution a une valeur ajoutée supérieure à ce qui existe au niveau de la ligne générique, de déposer un dossier en nom de marque et de faire valoriser son innovation. Et puis, ça permet d'envisager une systématisation du suivi en vie réelle des dispositifs qui permettraient d'apporter les données qui manquent un peu aujourd'hui dans l'évaluation de ces solutions. Suivante, s'il vous plaît. Et puis sur la partie valorisation de l'acte de télésurveillance, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est vrai que là les industriels sont évidemment pas partie prenante et en tous les cas pas légitimes pour vraiment donner leur avis sur le sujet, mais néanmoins comme il y avait des professionnels de santé dans notre groupe, on en avait discuté et l'idée c'était effectivement, et je crois que ça a été aussi évoqué précédemment, de faire un peu des forfaits à tiroir, parce que tous les patients n'ont pas le même niveau de complexité dans leur pathologie. Une même pathologie peut être plus ou moins aiguë en phase de post-décompensation ou plus en phase chronique. Et puis certains patients sont polypathologiques aussi, donc plus complexes à suivre, et qu'on pourrait imaginer des forfaits qui dépendent un peu de ce niveau de complexité du patient. Et puis parce que peut-être que certaines pathologies nécessitent moins que d'autres un accompagnement thérapeutique, et donc tout ça pourrait être modulé en fonction des patients. Suivante. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est vrai que la position du SNITEM, pour l'instant, d'abord, elle n'est pas arrêtée, parce qu'on a au sein de notre organisation des industriels qui travaillent sur des solutions qui sont très différentes, et on a d'ailleurs au sein du SNITEM créé un groupe de travail pour réfléchir sur l'accès au marché de toutes les solutions digitales, parce qu'il y en a qui sont destinées aux patients, d'autres aux professionnels de santé, certaines qui sont utilisées à l'hôpital, etc. Donc l'idée, c'est d'essayer de balayer le champ de tout ce qui existe pour voir quelles pourraient être les meilleures façons d'intégrer le marché pour toutes ces solutions. En tous les cas, on va dire que le seul point sur lequel on est tous d'accord, c'est qu'il ne faut pas restreindre la sortie d'étape aux pathologies d'étape. C'est-à-dire qu'on doit vraiment aller vers un passage de la télésurveillance dans le droit commun. Et télésurveillance au sens large, c'est-à-dire toutes les pathologies chroniques, mais aussi le suivi, et ça a été évoqué, le suivi post-chirurgical en aigu d'un épisode de soins, etc. Donc, il faut que ce soit une généralisation de la pratique. Ça se fera peut-être de façon graduelle et pas forcément tout en même temps, mais en tous les cas, c'est clair qu'il ne faut pas juste réfléchir à la sortie du programme étape. Après, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a potentiellement deux niveaux de complexité de solutions digitales. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les critères qui vont définir chacun de ces deux niveaux. Où est-ce qu'on va mettre le curseur entre les dispositifs médicaux qu'on peut éventuellement considérer comme relativement simples, qui seraient plus des outils. Quand je dis simple, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, c'est simplement que le service rendu n'est pas tout à fait le même. Et des solutions qui permettent juste de transmettre des données au médecin et de lui envoyer des alertes, ça reste important dans l'organisation du parcours de soins du patient. Mais peut-être qu'il faut définir les critères de ces deux typologies de dispositifs médicaux. Et c'est toute la question de la frontière finalement entre les deux qui vont avantager plus ou moins certains industriels. Et c'est là où c'est un peu touchy parce qu'évidemment, au sein de notre organisation, on a des industriels qui développent des solutions qui sont différentes. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, on est encore avec beaucoup de questions parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se décider. Si on prend les solutions de niveau 1, et
ça pourrait très bien aller sur la LPP, mais là, je pense qu'en termes d'évaluation, les données vont être extrêmement difficiles et je pense que la Haute Autorité de Santé serait submergée de dossiers si toutes les solutions qui sont aujourd'hui, ne serait-ce qu'au sein d'ETAP, devaient être vraiment évaluées par la HAS. Mais n'empêche que la question se pose quand même. Où est-ce que la rémunération de cette solution passerait au travers de l'acte du médecin? Si c'est le cas, le souci des industriels, c'est que la solution doit être correctement valorisée au sein du forfait. C'est-à-dire, c'est pas parce que la solution est inclue dans l'acte du médecin que ça doit pénaliser les industriels qui ont développé ces solutions. Donc, c'est clair que pour nous, c'est un vrai sujet. Et on estime que même si les actes médicaux sont bien évidemment négociés par les professionnels de santé avec la CNAM, il faut que les industriels puissent à un moment ou à un autre faire valoir la valeur des solutions qui seraient intégrées dans cet acte. Et puis la question bien sûr de la tarification. Est-ce que la tarification qui existe aujourd'hui dans le programme ETAP servira de base à la tarification des solutions de niveau 1 ou de niveau 2? C'est une question extrêmement importante parce que bien évidemment, ça peut derrière éventuellement faire disparaître des solutions du marché ou en tous les cas en favoriser certaines. Et puis si on s'attache au niveau 2, non, je n'ai pas terminé, j'essaye d'aller vite, mais si on s'attache au niveau 2, où là on va sur des dispositifs qui sont à plus forte valeur ajoutée et qui ont une vraie valeur au bénéfice du patient, qui apporte une information au médecin pour prendre en charge son patient qui est plus compliqué à obtenir directement. Là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, soit c'est en nom de marque, soit c'est sur une ligne générique. Je crains que si on pense au nom de marque tout de suite, la sortie d'ETAP pourra difficilement se faire parce que les entreprises ont eu du mal, voire n'ont pas pu faire des études cliniques pendant ETAP, puisque ETAP était sur tout le territoire français et que les médecins avaient la possibilité de simplement prescrire les solutions sans avoir besoin de recueillir des données cliniques, et que peut-être l'intermédiaire pourrait être la création d'une ligne générique en attendant que les entreprises puissent collecter de la donnée pour faire valoir leur valeur ajoutée. Est-ce qu'on fera des lignes génériques par pathologie? Selon quels critères techniques? Voilà, donc tout ça, c'est des questions que les industriels se posent, avec toujours au bout du compte, bien évidemment, la valorisation et la tarification de leurs dispositifs. Donc pour l'instant, on n'a rien de tangible en termes de demande. Si je peux résumer, ce que veulent les industriels, c'est que leurs solutions soient valorisées correctement et pas perdues au milieu d'un acte qui pourrait être négatif pour les entreprises. Voilà où on en est aujourd'hui de nos réflexions. On va dire que ce webinaire peut-être arrive un peu tôt pour qu'on soit plus concret dans les propositions que les industriels vont bien sûr soutenir et partager avec les administrations qui réfléchissent aujourd'hui sur la sortie du programme ETAP. Merci beaucoup Armelle Gracier. Merci beaucoup. On a aussi beaucoup de questions. Je propose d'abord de laisser la parole à Thibaut de Chalut pour introduire notre débat final. On va se donner encore 10 minutes. Et Thibaut, vous avez la parole. Merci beaucoup Christophe et merci aux 4 intervenantes pour la qualité de leur présentation. Ce que je vous propose peut-être, c'est vous présenter peut-être quelques remarques et puis proposer certains points pour le débat qui va suivre. Et ce que je trouve déjà comme en termes d'introduction, une très bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a quand même un vrai consensus autorité de santé, industriels et professionnels de santé pour définir la télésurveillance comme une ère d'avenir, quelque chose qui nous permet quand même de pouvoir développer un nouveau champ d'activité pour les patients, notamment en période de Covid-19 où on s'est rendu compte que la capacité à pouvoir avoir accès au parcours de soins habituel, à ces professionnels de santé habituels était quand même relativement mise à mal. Donc, ça pouvait répondre dans un certain nombre de cas à des situations compliquées. C'est aussi intéressant de voir cet état de fait à un moment donné où ETAP va se terminer en 2021 et où donc finalement au 1er janvier 2022 il faut avoir une alternative, et aussi parce qu'on voit que tous les pays étrangers sont en train de bouger.
On voit notamment que l'Allemagne a rendu le remboursement possible dans ses frontières. La Belgique a bougé en début de semaine. En France, on voit qu'il y a MoveCare qui a obtenu son remboursement avec un prix auprès du CEPS. Ils doivent régler quelques sujets. Ils essuient un certain nombre de plâtres. Mais c'est vrai que on voit aujourd'hui la situation évoluer et probablement la Covid a été un vrai facteur d'accélération. La question, c'est comment maintenant? C'est comment, il y a un certain nombre de questions qu'il va falloir régler probablement dans des délais extrêmement courts. Et c'est peut-être sur le comment que je me permettrai de faire réagir les différentes intervenantes. La première question que j'aurais aujourd'hui, ce serait le passage à l'échelle. La plupart des solutions de télésurveillance sont dans le meilleur des cas sur quelques centres. Rares sont celles qui sont réellement déployées au niveau de la France entière. Ce qui peut poser un certain nombre de questions, notamment en termes d'égalité d'accès sur un certain nombre de solutions. Et je pense aussi, dans certains cas, aux difficultés d'accès quand elles sont digitalisées ou avec Internet. Voire quand il y a certaines difficultés de pouvoir être à l'aise avec l'outil numérique. La deuxième, c'est qu'en fait, on voit assez bien la manière dont on va pouvoir fonctionner à 100% à l'hôpital ou à 100% en ville. Mais on se rend compte que la plus grosse problématique, c'est la coordination ville-hôpital, et c'est probablement là où ça va être le plus compliqué à pouvoir articuler des solutions sur des parcours de soins complexes. La troisième, c'est aussi la capacité d'évaluation. En fait, on a deux mondes complètement antagonistes. Un monde de la technologie qui, jusqu'à présent, mettait sur le marché des versions bêta et était capable de pouvoir faire la preuve par l'usage, versus un monde de la santé qui attend d'avoir un produit fini, l'évalue et le lance, et d'une manière générale, évite de trop le faire changer au risque de devoir revenir sur son évaluation initiale. Le problème, en fait, c'est que nos évaluations aujourd'hui, et j'ai bien retenu le fait que ce soit des essais cliniques qui étaient retenus pour la méta-analyse de la HAS, qui paraît logique par rapport au côté gold standard que ça représente dans l'évaluation médicale. Mais est-ce la seule solution possible pour faire une évaluation médico-éco ou une évaluation médicale quand on sait qu'il va falloir faire un protocole, être accepté, mener l'étude, être publié et rentrer dans une méta-analyse. Donc, en fait, c'est après logique, malheureusement, d'avoir des essais de plus de 5 ans, mathématiquement. Le deuxième élément, c'est aussi quel financement on va pouvoir obtenir et quel business model. Et c'est là où la question se pose, c'est d'un côté le côté médico-économie et évaluation budgétaire, parce que c'est probablement de nouvelles modalités financières qu'il va falloir inventer. Et d'où le questionnement de la volonté politique de pouvoir avancer sur ces sujets, au sens où finalement faut-il un remboursement par l'État. On a vu qu'il y avait beaucoup d'études qui étaient sorties aux États-Unis et en Australie. Les États-Unis sont un système extrêmement libéral. Est-ce que c'est les complémentaires santé qui étaient à l'origine de ces solutions digitales, ou est-ce que en fait il y a eu des modèles qui ont été mis en place qui étaient différents? C'est probablement une question qu'il va falloir répondre, parce que à cela va s'ajouter la problématique de mécanismes de financement, et je pense notamment au mécanisme forfaitaire versus l'évaluation ad hoc, et on ne pourra pas le faire pour toutes les solutions. Et enfin, faut-il définir des maladies prioritaires? On a parlé des maladies psychiatriques, on a parlé aussi de tout ce qui est les maladies endocrinologiques, mais il y a aussi tout ce qui est cancéro, qui aujourd'hui n'est pas dans cette étape, qui peut poser des questions, parce qu'en fait, il n'y a pas aujourd'hui d'oncologue de ville, et tout se fait à l'hôpital. Or, c'est le généraliste qui se retrouve assez régulièrement en première ligne, donc il y a quand même un certain nombre de questions qui vont se poser, qui vont nécessiter des arbitrages, d'où beaucoup de questions probablement pour les administrations. Alors, sur ces trois questions, déploiement opérationnel national, coordination ville-hôpital, évaluation et business model, pour synthétiser les trois questions, qui a envie de répondre avant que on reprenne quelques questions qui ont été posées par les participants? C'est pas simple de répondre en 2 minutes. Je vois passer des messages sur le passage à l'échelle. Que j'entends bien. Alors, je voudrais rectifier une toute petite chose qu'a dit Thibaut tout à l'heure. Il y a quand même un modèle qui existe d'un très grand nombre de patients, c'est la télécardiologie.
avec les pacemakers et les défibrillateurs implantables. La télécardiologie existe depuis 10 ans maintenant, enfin peut-être même plus de 10 ans d'ailleurs, et ils ont été intégrés dans l'expérimentation ETAP pour être en capacité finalement de financer les cardiologues qui faisaient le suivi des patients, parce que c'était finalement la seule brique qui n'existait pas dans le modèle, puisque le pacemaker est pris en charge bien sûr, le système de monitoring à distance l'est également sur la LPP. Mais les médecins qui font la télésurveillance n'étaient jusqu'à étape pas rémunérés. Et on a bien vu que là, pour le coup, sur les 85 000 patients, je crois, qui sont aujourd'hui au total dans étape, il y en a 70 000 qui sont des patients qui ont un pacemaker ou un défibrillateur implantable. Donc on voit bien que dans les clés du déploiement, la rémunération des professionnels de santé est absolument clé. Ça paraît une évidence à tout le monde, n'empêche que c'est un point très important, et là, en l'occurrence, ETAP l'a démontré avec les pacemakers et les défibrillateurs implantables. Donc, le passage à l'échelle, je pense que il est possible. En tous les cas, je ne sais pas si on interrogeait les industriels sur ce point ou pas. Je pense que les industriels sont en capacité de passer à l'échelle. Aujourd'hui, est-ce que l'organisation des soins en France, est-ce que les professionnels sont prêts à ça? Là, pour le coup, il y a, je pense, besoin de formation et d'information des professionnels de santé concernés. Et puis, Thibaut faisait allusion aussi à certains territoires. Je pense que la clé de la télésurveillance, évidemment, il y a plein de patients partout, mais déjà, il faudrait qu'il y ait la 4G partout en France. Si on veut faire de la télésurveillance, ça pourrait être utile. Je sais qu'on parle beaucoup des avantages de la 5G et de ce que ça va permettre très bientôt, mais déjà, il y a plein de gens qui disent que s'ils avaient même la 3G parfois, ils seraient très contents. Donc, voilà, c'est difficile d'aller plus loin en répondant à ces questions, et je voudrais laisser les autres, bien sûr, sur le sujet. Isabelle Bongiovanni, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends. Isabelle, oui, les questions soulevées par Thibaut de Chalut, et puis sur les nombreuses questions, je ne peux pas toutes les mettre encore une fois à l'écran, j'en suis vraiment désolé, mais qui portent sur la prolongation d'étapes ou sur la généralisation. Il y a cette question-là sur le programme ETAP, pourra-t-il être prolongé sous forme d'expérimentation, ou avons-nous des résultats suffisants pour imaginer le passage en droit commun? Il y a une question sur les prochaines étapes au niveau de la DSS pour faire entrer ETAP dans le droit commun. Enfin, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ça. Alors, pour ETAP, je rappelle que donc c'est un programme qui a été mis en place par la DGOS, auquel la HAS contribue au niveau de. Enfin, nous avons validé la méthode d'évaluation donc qui a été conduite par l'IRDES. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prolonger les expérimentations. Je pense que nous, 4 ans concernant la télésurveillance est suffisant, et je pense que là, il faut justement passer du mode expérimentation au mode déploiement en pratique. Et donc, la clé, comme l'a rappelé Armelle, c'est bien de définir le financement et donc de prévoir aussi la sortie donc des expérimentations ETAP, mais pas que. Donc, puisque ETAP concerne les pathologies chroniques principalement, il faut aussi prévoir le déploiement dans d'autres pathologies, notamment en soins aigus et en cancérologie, comme l'a rappelé Thibaut. Ensuite, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il ne faut pas identifier des pathologies sur le fondement de la mise en œuvre d'évaluations médico-économiques. Donc, nous, la commande était donc d'actualiser en fait cette revue de la littérature, mais elle montre bien que les études, il faut 5 ans pour les faire et les publier, et donc c'est trop tard en fait. Il y a un décalage qui est beaucoup trop important entre le moment où on met en place l'étude et le moment où les résultats sortent et sont publiés, et pour prendre des décisions donc sur une pathologie, sur une organisation des soins qui implique en plus des technologies qui évoluent très rapidement. Donc, il faut trouver d'autres modes d'évaluation. Donc, Armelle a présenté quelques pistes. Mais là encore, nous avons, je pense, lancé un signal assez positif sur le fait que la télésurveillance, donc a priori, est efficiente
même si nous n'avons pas donné de chiffres, puisque c'est très difficile de comparer d'un pays à l'autre, d'une étude à l'autre, les résultats des études. Maintenant, je pense qu'il faut essayer de définir des typologies en fonction notamment des spécificités des solutions techniques, des solutions simples ou des solutions qui ont une valeur plutôt intrinsèque, et de définir des modèles de financement qui peuvent être aussi adaptables et modulables en fonction de ce que concerne des spécificités aussi de la problématique médicale à laquelle la télésurveillance s'adresse. Voilà. Bien, une dernière question. Là, vous parliez des modèles de financement adaptables et modulables. Alors, il y a une question sur le nerf de la guerre. Est-ce qu'on s'oriente vers un financement de l'infrastructure médicale acceptable et durable, suivant un modèle de ce qui se fait aux USA? Ou pensez-vous que nous restons avec des modèles non durables? Alors, pour permettre à l'industrie de s'y intéresser, j'imagine des modèles qui, s'ils ne sont pas durables, ne permettraient pas à l'industrie de s'y intéresser, selon les discussions actuelles. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Parce qu'évidemment, ça va être déterminant au cours de 2021 si on parle d'une généralisation courant 2022. Alors, question délicate, je ne sais pas comment vous pouvez y répondre, mais… De toute façon, ma réponse ne vaut que pour moi, n'engage que moi à ce stade. Si on part sur ce qui semble se profiler de deux catégories ou de deux niveaux de solutions, quel que soit le niveau de la solution, effectivement, le niveau de rémunération va être important, parce que je me doute bien que j'ai vu passer une question sur la DSS. Bien sûr, pour la CNAM et la DSS, c'est un enjeu colossal, et s'ils peuvent minimiser autant que possible le coût des solutions techniques, j'imagine qu'ils le feront bien. Après, on peut vouloir déployer la télésurveillance en France. Si le prix fait qu'il n'y a plus aucun industriel qui peut jouer parce qu'il y a zéro rentabilité, on pourra faire ce qu'on veut. Les médecins ne pourront pas télésurveiller des patients sans solution. Donc, il y a bien un moment où il va quand même falloir valoriser les outils, même s'il y en a de niveaux différents qui rendent des services différents, il va falloir les valoriser à un niveau qui permette à l'industriel de se déployer. Et là encore, il faut faire attention, parce qu'il y a bien sûr des grosses entreprises qui développent des solutions et qui ont les reins un peu plus solides pour attendre, entre guillemets, la rentabilité, le déploiement. Mais il y a plein d'innovations qui sont issues de petites startups qui n'ont pas ces reins-là. Et si le niveau de rémunération est trop bas, elles disparaîtront purement et simplement, et l'innovation ne sera pas privilégiée. Or, on sait que c'est dans l'innovation que réside l'efficience également. Donc, il y a un moment, il faut trouver le juste milieu entre l'efficience économique pour l'État, parce qu'il faut que ce soit soutenable. Et on sait bien que la télésurveillance, et c'est bien ce qui effraie la CNAM et la DSS aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas où ils mettent les pieds en termes de dépenses. Or, ils ont l'habitude de prévoir. Je pense que celui qui va trouver le modèle pour faire ça, j'espère pour eux qu'il existe, parce que ce serait bien aussi pour nous. Mais c'est vrai qu'il va falloir trouver le juste milieu pour répondre aux besoins économiques de l'État, mais permettre quand même aux solutions d'arriver sur le marché et de permettre la télésurveillance. Bien. Je suis dans l'obligation d'arrêter notre webinaire. Je vous avais dit, je savais qu'on pourrait y passer la nuit et voir plusieurs nuits sur le sujet. Ça, c'est clair. Parce que c'est un débat qui est complexe, c'est un débat sur lequel je disais en introduction, il y a un enjeu de santé publique, mais bien au-delà d'expérience patient, d'expérience professionnelle, qui nous paraît absolument déterminant. S'il fallait que je retienne 3 choses de ce qui a été dit, la Haute Autorité de Santé, vous avez dit plusieurs fois que preuve a été faite de l'efficience de la télésurveillance. Et ça, même je le disais en introduction, même s'il y a une question de bon sens d'ailleurs, je trouve que c'est important de l'entendre de la part de la Haute Autorité de Santé. Deuxième point, la question du financement, le modèle de financement adaptable et modulable, ça pose évidemment la question de la volonté, et c'est toujours la même chose pour les autorités de régulation, de soutenir l'innovation, et on le veut de plus en plus, et pas seulement l'innovation numérique, mais bien sûr dans le discours national, la nécessité de soutenir l'innovation numérique dans le secteur de la santé est un sujet de politique stratégique pour le pays qui va bien au-delà des seuls enjeux du système de santé, et c'est réaffirmé, j'allais dire, presque chaque mois. Donc il y a un sujet de ce type-là qui est souvent un dilemme pour le financeur assurance maladie et on va dire système de solidarité, de santé solidaire,
entre le besoin stratégique de soutenir l'innovation et puis la question des coûts. Donc, le troisième point en synthèse que je fais de nos discussions, et c'est Thibaut qui a posé cette question, quelle est la volonté politique? Parce qu'au bout du compte, c'est l'arbitrage politique qui va être déterminant. Et est-ce qu'effectivement, on n'est pas sur deux très beaux enjeux, qui est l'enjeu de soutien à l'innovation numérique? Armelle, vous avez parlé des startups qui sont effectivement moins costauds que des grands groupes. Il y a un sujet d'innovation numérique, il y a un sujet d'intelligence et la nécessité de soutenir dans notre pays des innovations numériques, encore une fois, sur la prise en charge et le suivi de pathologies chroniques qui sont si importantes par rapport à d'autres pays qui sont peut-être plus avancés dans des systèmes de santé différents. Quelqu'un parlait des USA, on a parlé de l'Allemagne, on a parlé de la Belgique. Donc, il y a un enjeu stratégique pour notre pays. Et puis, il y a évidemment un enjeu de santé publique dont on a dit qu'il était majeur. Donc là, il y a un arbitrage politique dont on imagine qui va venir au cours de l'année 2021. Et c'est un vœu que nous, on forme au think tank, c'est que dans le prochain PLFSS, il y ait clairement une position qui soit prise pour 2022 sur un déploiement, une généralisation de la télésurveillance. On a compris qu'elle ne pourrait pas se faire sur toutes les pathologies. C'est totalement exclu qu'elle puisse se faire quelles que soient les pathologies. Donc, il y a évidemment des priorités et du ciblage à faire. Sur un certain nombre de pathologies, je suis très frustré parce que je n'ai pas pu poser des questions, et on ne va pas pouvoir y répondre maintenant, sur la question de la santé mentale. Ça a été abordé, je crois que c'est Thibaut, vous l'avez abordé, mais il faut que vous sachiez qu'il y a eu plusieurs questions sur ce sujet de la santé mentale. Donc, plusieurs participants ont considéré que c'était sur les questions de télésurveillance de patients en santé mentale. Je me rappelle, moi, quand j'étais DG DRS et qu'on commençait à poser la question aux psychiatres à partir de 2009-2010 des actes de téléconsultation en santé mentale, les psychiatres étaient très hostiles dans les expérimentations qu'on faisait, notamment dans la région dont je m'occupais, sur cette question de la santé mentale. Et je remarque aujourd'hui que les psychiatres sont très intéressés par le suivi de leurs patients, quelles que soient les pathologies, grâce à la téléconsultation. Donc on voit qu'aujourd'hui... Voilà, je vois qu'aujourd'hui on a du mal à imaginer un suivi de patients en santé mentale en télésurveillance médicale, mais probablement on est sur un sujet qui n'a pas encore été définitivement approfondi. Voilà. Christophe, juste un dernier tout petit point. Vous parliez de l'arbitrage politique qui allait être nécessaire. Je voudrais rappeler que l'article 24 du Ségur de la santé, Olivier Véran a marqué son engagement sur le déploiement de la télémédecine et de la télésanté en France. Merci pour cette précision. Ouais, merci pour cette précision. Ses engagements. Parce que c'est vrai. La télésurveillance, oui. Et de définir les modalités de sa rémunération et des conditions pour qu'elle se pérennise, tout à fait. Voilà. Ça me paraît être une excellente conclusion parce que c'est le cadre politique, effectivement, qui est rappelé très fréquemment en ce moment dans le cadre du Ségur, qui est une feuille de route politique qui a été adoptée récemment. Donc, merci pour cette conclusion parce que c'est certainement la meilleure qui peut nous laisser espérer un arbitrage favorable avant juin prochain. Merci à vous tous, merci à vous tous, merci infiniment aux participants. Vraiment, moi j'étais tout à fait passionné, je pense que c'est le cas de nos participants. Avant de raccrocher le webinaire, je vous rappelle que vous allez avoir un petit questionnaire qui va s'afficher. En fait, c'est très utile pour nous et notre équipe de savoir comment vous avez vécu ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à le remplir, s'il vous plaît. Et puis, bonne soirée, merci à tout le monde. Désolé pour le temps supplémentaire qu'on a pris, mais ça me semblait nécessaire d'aller un tout petit peu plus loin. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Merci au revoir. Beaucoup.